le dis ici, avec les millions de Français qui vont encore manifester, avec les blocages qui ont eu lieu ce matin, avec les grèves qui continuent, nous ne tournerons pas la page d'une réforme qui touche dans les chairs des millions de gens de ce pays et qui toucheront dans leur chair les générations à venir. Évidemment, c'est un échec pour tourner la page, c'est un échec aussi, vous l'avez vu hier avec l'intersyndicale qui, unie, a refusé de continuer de discuter d'autres choses avec la Première ministre en demandant avant tout le retrait. Et puis à présent, ils nous expliquent qu'ils sont dans un déni total avec une crise démocratique qui n'existerait pas alors que depuis des semaines, les Français et les Françaises manifestent, ils font grève, ils montrent par leurs représentants du peuple qu'ils ne veulent pas de cette réforme puisque l'Assemblée nationale, je le rappelle, allait voter contre la retraite à 64 ans et on nous explique qu'il n'y aurait pas de crise démocratique. Vous l'avez vu, le soutien aux mobilisations continue d'augmenter puisqu'il a pris plus 3 points. Donc les Français et les Françaises continuent à refuser massivement cette réforme des retraites à 64 ans. Et nous voudrions ici, avec l'ensemble de la NUPES, alerter solennellement sur le risque que fait peser ce gouvernement et notamment son instrument principal, M. Darmanin, sur la démocratie. J'entendais encore hier ce qu'il disait sur la LDH. Il faut se rendre compte que la LDH, créée après l'affaire Dreyfus, n'a été mise qu'une seule fois en cause et c'était pendant Vichy. Nous sommes en train d'assister à un glissement autoritaire qui est extrêmement grave dans ce pays, avec une clarification du paysage politique. D'un côté, vous avez les autoritaires qui sont en train de soutenir cette répression macroniste et de l'autre, les démocrates qui alertent sur ces glissements de la démocratie qui sont des franchissements de seuil inacceptables. J'observe qu'aujourd'hui, le tribunal administratif de Rouen a décidé d'annuler les réquisitions qui pesaient sur la raffinerie en Normandie en expliquant que c'était une atteinte grave au droit de grève. Et je salue cette décision qui a été rendue et qui est rendue après de nombreuses alertes qui ont été faites par l'ONU, le Conseil de l'Europe, Amnesty International et le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et j'en passe, sur toutes celles et ceux qui alertent sur l'usage disproportionné de la force qui est utilisée contre le mouvement social dans notre pays. Vous le voyez, ils n'en ont pas fini avec nous. Le peuple de France continue à se mobiliser massivement et je vous le dis, Emmanuel Macron n'a plus qu'une seule option, c'est de céder. Il a d'ores et déjà été battu sur cette réforme des retraites. Il ne lui reste plus qu'à s'avouer vaincu et à retirer cette réforme des retraites. Depuis janvier, finalement, la stratégie du gouvernement est un échec. Tout d'abord, ils ont fait le pari de la résignation des Français, qui se sont par millions mobilisés pour dire non à leur réforme des retraites. Ensuite, ils ont fait le pari de l'arrangement politique, pensant qu'ils pourraient tranquillement dans leur coin faire un deal avec les LR pour imposer cette réforme. Ils ont échoué puisque l'Assemblée nationale s'apprêtait à rejeter cette réforme. Et maintenant, ils font le pari de pouvoir tourner la page. C'est un échec de plus. Parce qu'en fait, personne n'est prêt à tourner la page. Ni les Français, ni l'ensemble de la NUPES, qui n'ont pas voulu jouer le petit théâtre de la négociation que proposait Elisabeth Borne. Et la mobilisation qu'il y a aujourd'hui dans la rue, on la continue à l'Assemblée nationale. On nous parle de nouvelles méthodes. Mais cette nouvelle méthode, elle a été mise en brèche hier, et vous l'avez tous vu, quand les syndicats, finalement, ont expliqué que non, il n'y avait aucune avancée. Il y avait quand même une main tendue des syndicats, qui était, comme on l'avait dit, quand même très généreuse, un apaisement, qui était une demande de pause et de médiation sur la réforme des retraites. Ça a été balayé par un gouvernement qui ne cherche pas à apaiser, qui cherche uniquement à imposer de manière brutale. Et l'autre chose, c'était de se dire finalement on change de méthode au sein de l'Assemblée nationale. Au sein de l'Assemblée, c'est exactement la même chose. Ils continuent à vouloir balayer l'ensemble des propositions. Mais parce qu'aujourd'hui, ils ne maîtrisent plus rien, nous avons ce matin quand même fait passer 2 amendements qui sont, 1, le blocage de prix, 2, le panier inflation. Nous aurons un vote sur ce texte en début d'après-midi. C'était aujourd'hui la question que voulaient poser les écologistes. C'est-à-dire non seulement ils ne font rien sur les retraites, mais est-ce qu'ils font quelque chose sur l'inflation? Est-ce qu'ils écoutent la moindre des choses que leur disent les Français quand ils manifestent et qu'ils leur disent nous n'arrivons plus à nous en sortir, on travaille et on ne peut plus aujourd'hui remplir le caddie. Et donc la question de ce gouvernement, c'est de dire finalement vous avez refusé toutes nos propositions. Nous avons réussi à avoir un vote de l'Assemblée nationale sur ces amendements. Il est temps, s'ils veulent montrer effectivement qu'ils sont prêts à écouter, d'aller soutenir et de faire en sorte que le blocage des prix et le panier anti-inflation fassent, parce qu'aujourd'hui il faut, pour apaiser, proposer des choses extrêmement claires. Donc 1, le retrait de la réforme, et 2, commencer à aborder les vrais sujets, c'est-à-dire la question de l'inflation. Et je voudrais finir sur un sujet quand même extrêmement grave, c'est-à-dire le refus de la part du gouvernement d'interdire les non-cultes. Je
Je sais que ce n'est pas le sujet de la mobilisation, mais j'en profite que vous soyez là. Les nitrites sont cancérogènes. Les nitrites tuent des Français. C'est 4000 cas de cancer. C'est dit par l'ANSES, c'est dit contre le cancer. Et donc on a un gouvernement, on a des soutiens de la majorité qui se sont unis contre nous, mais contre une partie, y compris de leur camp, pour continuer, pour laisser les nitrites et faire en sorte qu'ils continuent à tuer chaque année. Leur plan est indigent. Il est indigent en matière de santé environnementale, et il continue à soumettre les Français, et notamment les enfants. Parce que les nitrites, c'est des jambons, c'est des saucisses, c'est tout ce qu'en fait, ces plats préparés qu'on fait le soir parce qu'on n'a pas eu le temps pour vendre du boulot et qu'on fait à ses enfants. Et bien aujourd'hui, c'est ces produits-là qui sont cancérogènes qu'on va continuer à retrouver dans les plats préparés dans la charcuterie. Aucun signe d'inflexion, ça fait à l'Élysée ou à Matignon, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette Est-ce que je peux d'abord dire que Sayal a bien parlé, parce que sur les nitrites, elle a absolument raison. Vous avez un plan haut, enfin je ne sais pas le sujet. D'accord, non mais c'est juste pour le dire quand même. C'est toujours vous qui voulez parler des sujets. Oui, vous avez raison. Mais juste quand même dire, il y a un plan haut, et puis quelques jours plus tard, on a les nitrites. C'est juste pour dire que sur tous les sujets, malheureusement, Emmanuel Macron n'est pas très fiable. Bon, je viens à votre sujet. Pour dire que Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est une double fracture. Une fracture sociale, une fracture démocratique. Sociale, tout le monde l'a bien compris. Nous ne parlons pas simplement d'un projet parmi d'autres, nous parlons d'un projet qui est l'un de ceux qui nourrissent, qui structurent le pacte que nous avons, le pacte social que les Français ont noué les uns avec les autres. Et donc, ce pacte-là est entamé par le projet de retraite à 64 ans. Et puis maintenant, on a une fracture démocratique parce qu'on a un président qui s'obstine, qui s'est muré dans sa tour d'ivoire et qui maintenant même vient donner des leçons de démocratie de Chine, ce qui est quand même pas le moindre des paradoxes. Mais vous avez là aujourd'hui, ça a été dit avant moi, des syndicats qui ont fait à chaque fois l'effort de chercher à négocier. Ils n'ont jamais été reçus pour négocier, simplement pour mettre en scène une concertation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ils ont fait des ouvertures, y compris à l'issue de longues semaines de grève, de mouvements de blocage et de manifestations. Rien n'a jamais été entendu par ce gouvernement, qui considère qu'il peut diriger seul ce pays, alors qu'il n'a de majorité ni dans le pays, ni à l'Assemblée pour le faire. Et c'est là que nous sommes dans une situation où la question de sa légitimité à agir de cette façon-là est posée. Et comme la question de la légitimité est posée, il n'y a en réalité que deux issues possibles. Soit le retrait, soit le retour devant les Français, que ce soit par la voie du référendum ou par la voie d'une dissolution. Ce sont les deux seules voies possibles. S'il n'y a pas de retrait ou s'il n'y a pas de retour devant les Français, alors le blocage va continuer. Et c'est un blocage qui est extrêmement choquant, mais qui est aussi problématique pour nous tous, parce que c'est la fin du quinquennat. C'est la fin de la possibilité d'avancer et d'agir. Pour lui, pour nous, pour tout le monde, parce qu'on voit bien que rien ne sera possible ensuite. Avec qui discutera-t-il? Quels sont les syndicats qui voudront encore lui faire confiance? Quels seront encore les gens qui, à l'Assemblée, de droite comme de gauche, voudront participer à une majorité où on aura le sentiment, les uns et les autres, enfin nous on n'est pas volontaires, je le dis tout de suite, mais enfin, en tout cas, même pour les projets qui pourraient être des projets pour être discutés avec l'ensemble des forces politiques, la réalité c'est que tout le monde va se mettre à l'arrêt. Donc il y a là un problème qui est un problème posé à tout le monde, et donc c'est soit le retrait, soit le retour devant les Français. Quand il dit qu'il n'y a pas de crise démocratique parce qu'il a été élu, que le programme avait été clair, qu'il a une majorité relative, vous répondez quoi? Non mais vous savez très bien, et je le dis d'autant plus facilement que, même si beaucoup me le reprochent, moi j'ai appelé à voter pour lui au second tour de l'élection présidentielle. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il avait en face de lui l'extrême droite. Et c'est la seule raison qui l'a motivé. Je n'avais aucun point d'accord avec ce qu'il proposait, certainement pas pour sa réforme des retraites. Mais j'ai entendu aussi ce qu'il disait entre les deux tours. Quand il voulait avoir nos voix, il ne disait pas ce qu'il dit aujourd'hui. J'ai fait 28% au premier tour, donc je peux faire ce que je veux. Il nous disait, j'ai bien compris que ça n'oblige personne et que les gens qui viendront voter pour moi au second tour le feront parce qu'ils votent en républicain. Point. Et aujourd'hui, voilà que ce qu'il disait lui-même, il le renie en nous expliquant qu'on a voté pour son programme. Non mais de qui se moque-t-on? Ça suffit, il y a un moment où quand même il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Parce que s'il voulait, enfin de cette façon-là, ce sur quoi il conduit les gens, c'est à se dire que même face à l'extrême droite demain, il n'irait pas voter pour quelqu'un qui s'impose comme le républicain face à l'extrémiste de droite. Et c'est très dangereux ce qu'il fait. Il joue avec la démocratie, il joue avec les sentiments des Français, il joue avec tout. Cet homme-là est en train de brûler en fait ce qu'il restait de république, de front républicain, et même de chercher à l'inverser aujourd'hui, en cherchant à expliquer que le problème, ça n'est pas l'extrême droite, c'est la gauche. Mais de qui se moque-t-on?
C'est faux historiquement, c'est faux moralement, c'est faux politiquement, et ça crée en fait la confusion à un moment où nous avons besoin de clarté. Et la clarté, c'est que nous avons aujourd'hui un pacte social qu'il faut arriver à maintenir, et nous allons le maintenir ensemble parce que nous allons nous battre encore. Et là où ils pensent que nous sommes fatigués, ils se trompent, nous allons continuer. Et peut-être pour répondre, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il faut être extrêmement clair. Non, sur les retraites, sur la réforme des retraites, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Le texte allait être rejeté. La première ministre, il y a une raison. la première ministre l'a reconnu sur TF1. S'ils ont utilisé le 49.3, c'est qu'ils n'avaient pas de majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc vouloir passer en force contre l'ensemble des syndicats, au mépris d'une tradition du dialogue social. On parle de notre protection sociale. Moi, dans notre tradition, dans l'histoire de la France, on dialogue et on fait un compromis social avec les partenaires sociaux et avec les syndicats. Ils l'ont refusé. Il a souhaité s'appuyer sur le Parlement. Le Parlement l'a refusé. L'Assemblée nationale aurait rejeté cette réforme. C'est donc une fiction, cette majorité sur la réforme des retraites. Donc s'il est démocrate, il retire cette réforme. Et là, de voir qu'il y a des attaques qui sont plus personnelles à l'égard de Laurent Berger, ça devient une relation entre Emmanuel Macron et Laurent Berger qui est souvent la cible. Mais à la fin, on se demande ce que veut le président de la République. Enfin, honnêtement, mettre de l'huile sur le feu. À chaque fois qu'il parle, alors déjà, on avait déjà regardé ça au début de la présentation de la réforme, c'est très intéressant. Plus le gouvernement et les ministres parlaient, plus il y avait d'opposants à cette réforme. Parce qu'on découvrait que sur les 1200 € bruts, c'était faux, sur les femmes grandes gagnantes, c'était les femmes grandes perdantes, et j'en passe des meilleurs et des pires. Bon, mais là, Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il parle, rappelez-vous de ce qu'il a fait le mercredi avec le 49.3, en amalgamant les manifestants aux factieux du Capitole, où à chaque fois qu'il parle, il met de l'huile sur le feu. Donc vraiment, on se demande ce qu'il cherche. Et la question de savoir jusqu'à où il veut aller sur cette question-là, pour son ego, son petit caprice, et jusqu'à où il va abîmer le pays sur cette question-là, parce que par ailleurs, il y a beaucoup de sujets dont on devrait s'occuper dans notre pays. Tout à l'heure, Cyrielle Châtelain parlait des nitrites. Vous avez vu l'explosion de la pauvreté dans ce pays? Vous avez lu ce rapport qui dit que d'ici à 2030, dans 7 ans, on excédera, la demande en eau potable excédera de 40% la ressource disponible. Ça veut dire des gens qui vont crever de soif. Enfin, faut quand même se rendre compte de dans quel moment on est. C'est des gens qui doivent choisir tous les jours entre bien manger, entre payer la cantine de leurs enfants, payer leurs factures, payer leur loyer. Enfin, on est quand même dans ça en ce moment. Donc je suis désolée, le président de la République est devenu un espèce de, je ne sais pas, de forcené dans son coin qui décide de mettre le feu quelque part, de boucher toutes les issues démocratiques et puis de rajouter de l'huile régulièrement sur le feu. Donc à un moment, il faut être responsable dans ce pays. Et le président, il est responsable, il est garant d'une paix civile dans le pays. Donc il doit retirer cette réforme ou alors revenir devant le peuple qui tranche l'impasse dans laquelle il nous a mis. Mais enfin, vraiment, je me demande lorsqu'il cible comme ça Monsieur Berger, mais les restes des syndicats aussi, comme quand il cible l'opposition, ce qu'il cherche, c'est une vraie question.